Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Pépite. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui est tout simplement fascinant. Imaginez un instant un ancien narcotrafiquant aujourd'hui repenti face au sénateur, blanchiment d'argent, réseau, faille du système. Il connaît tout et pour une fois, il a décidé de tout dire. L'avenir est sombre, vous voyez. On est très mal en Europe. On va mal finir, ça va mal finir. Ça va très mal finir même. Et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, au Liban, il y a des laboratoires. C'est le Hezbollah qui les a. Le Hezbollah, ils font du Captagon. Au départ, c'était pour les émirs, pour la fête, pour les danseuses, vous voyez. Là, ils ont accéléré, ils ont drogué tout Israël. Hein, parce qu'en Israël, ça tape à tout va, les jeunes, ils se droguent tous. Bon, pas tous, mais je caricature, mais il y a beaucoup de drogues qui circulent, du Captagon. Hein. Et ça va venir à Marseille, ça va venir en Europe. C'est déjà en Hollande, c'est déjà en Belgique. Il y en a pas mal ici à Paris. Et à Marseille, ça commence. Bon, il y a autre chose qui va se passer. Il y a la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, alors, il rentre des armes à tout va, l'Occident, il envoie des armes, tout ça et tout. Tous les voyous, sans exception, ils attendent que les Roumains leur livrent des armes à tout va. Mais là, vous allez avoir des armes sophistiquées qui vont rentrer. Ça va rentrer, c'est frontalier avec la Roumanie, ça va rentrer comme dans du beurre. Les pays comme la Belgique c'est un grand pays exportateur d'armes illicites. Nous les Marseillais, on va aller en Belgique chercher ces armes. Il va y avoir des lance-roquettes. Je vous jure que un lance-roquette, vous savez ce que c'est? C'est pas une Kalachnikov, je vous le dis. Il passe un fourgon blindé et croyez-moi, ça fait mal. Voilà. Donc, entre le Captagon et les armes, l'avenir est sombre. Donc j'ai peur de l'avenir. Voilà, maintenant, le remède, si vous voulez que je vous donne mon idée, mes idées, moi je préconise le modèle américain. Quand il tombe un jeune, quand il va en prison pour la première fois, il faut lui dire, voilà, tu vas prendre 5-6 ans et tu vas les faire. Il n'y a pas de grâce, il n'y a rien. Le jeune, il croit qu'il va faire 3 mois et qu'il va sortir. Vous voyez? Donc, quelque part, il continuera. Parce que lui, 3 mois de prison, il sort, c'est un héros. Il va dire, moi, je n'ai pas parlé à la police, moi, 3 mois, voilà. Non, il se crée une image, ce mec. Il faut leur dire, si tu ne balances pas, eh ben, tu vas prendre 5 ans. Donc il faut balancer. La méthode américaine, vous voyez. Puis après, il y a l'infiltration. L'infiltration, alors c'est autre chose, vous voyez. L'infiltration, je pense que la police, je ne veux pas critiquer la police, parce que bon, je suis mal placé, parce que j'ai fait 17 ans de prison, moi. J'ai pris 20 et quelques années, mais j'ai eu des grâces, mais j'ai effectué 17 en plein, moi. Mais la police, elle n'est pas, disons, d'après moi, elle s'est fonctionnalisée, vous voyez. La police d'avant était beaucoup plus accrocheuse. Je ne fais pas du passéisme, là, hein. Je connais la police d'aujourd'hui, je connais la police d'avant. Hein. Donc, je vous dis... Le policier d'avant, de l'époque, il passait la nuit, il ne calculait pas les heures supplémentaires. Aujourd'hui, un policier, il arrive dans un commissariat, ou il lit son journal, il boit son café, et moi, la dernière fois qu'ils m'ont levé, là, les policiers, je les regardais, je disais, mais c'est d'où ils sortent? Du club méditerranéen, ou c'est des gentils membres, ou que c'est que toi? Ils ne font plus peur, les policiers. Vous avez indiqué qu'une des méthodes, c'était une sorte de transaction entre le policier, le parquet, la justice et le mis en cause.
Si on décide d'améliorer ce système-là, ça veut dire aussi la mise en place d'une véritable protection des personnes qui reconnaissent les faits et qui ensuite donnent tout un réseau. Quelle est votre opinion sur ce sujet-là? Est-ce qu'aujourd'hui en France, lorsque ça se passe, ça se produit, le système de protection est suffisant? Est-ce que dans le milieu, on considère que c'est une protection suffisante? Mais vous n'avez pas besoin de prendre ce système-là. Vous prenez un système où vous avez les mêmes résultats par le mis en cause. Et vous lui dictez des déclarations comme quoi il n'a pas parlé. C'est-à-dire un PV, c'est-à-dire que moi, voilà, je suis arrêté. Je vous dis tout. Je vous dis mes complices, je vous dis où j'ai pris l'argent, je vous dis même de la manière comment je faisais rentrer la drogue et comment je la vendais et tout. Donc vous savez tout. Mais vous allez me dicter une déclaration. Il n'a pas parlé, c'est un têtu, c'est un type qui ne s'est pas mis à table, et il n'a pas voulu balancer ses complices. Enfin, pour le banditisme, je suis clean. Pas besoin de protection, là. Mes collègues, quand je vais sortir, mes associés, ils vont dire « Bravo Milou, tu n'as pas parlé ». Mais en vérité, j'ai tout balancé. Deuxième question. Oui. On trafique la drogue parce que on en tire un bénéfice, on en tire un profit. Oui. C'est ça l'objectif. Oui, bon. Oui. Et on sait que cette drogue ensuite, elle va être vendue à des consommateurs et que les consommateurs vont la payer en petites coupures, en argent liquide. On ne paye pas la drogue avec sa carte bleue et on ne la paye pas non plus par chèque. Non. Et la Commission travaille sur une question simple. Grosso modo, en France, on estime entre 4 et 6 milliards d'euros le produit du trafic de drogue. C'est donc 4 ou 6 milliards d'euros d'argent en espèces. Et d'argent en espèces en petites coupures. Ce n'est pas des coupures de 500 euros, c'est des petites coupures. Comment est-ce que vous expliquez que l'on ne parvienne pas mieux à lutter et à comprendre ces systèmes de blanchiment alors que les masses sont considérables et que ce sont des petites coupures? Vous allez voir un garagiste. Vous achetez une Porsche Cayenne. Vous dites, voilà, combien elle vaut? 100 000 euros, 80 000 euros? J'ai que du liquide. À Marseille, on vous dira, t'inquiète pas, je vais m'arranger. Vous avez votre vision carrée de la chose. Mais nous, on a cette façon de... On est dans une vie, là. Mais pardon, dans un exemple de cette nature, c'est quoi l'arrangement? L'arrangement, c'est un arrangement que le mec, il vend une Porsche Cayenne et se gagne ses 3 000 euros et il a l'impression d'avoir fait le bien. Non mais, pour être clair, on va remettre 80 000 euros au vendeur en liquide? Oui. Pourquoi pas? Le mec, après, il les lave comme il veut. Mais moi, par exemple, si demain vous me donnez 10 millions d'euros... Vous savez que le paiement liquide en France est limité. Je sais. Et alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionnera jamais. Quand vous achetez une Porsche et que vous êtes une entreprise qui vend des Porsches, non, et vous avez une comptabilité. Et que la Porsche, vous l'avez achetée, ça apparaît dans la comptabilité aux entrées, et quand ça ressort, on va vérifier comment ça a été payé, et s'il n'y a pas un chèque, et si ça passe pas par une banque, ça pose quand même un problème. Ça, c'est la loi, ça. Oui. Vous êtes en train de me raconter la loi. Oui, parce que dans cette maison, on la fabrique un peu, donc on peut avoir des déceptions parfois. Hein, oui, voilà. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Mais enfin, incident de parcours. Non, mais ce qu'on veut, c'est comprendre cette mécanique de blanchiment. Parce que vous nous dites avec certitude, sur des voitures, où ça peut être vrai aussi sur des bijoux, ça peut être vrai sur des tas de choses, il y a une loi qui prévoit qu'on ne peut pas payer pour plus de 1 000 euros en espèces. On s'en affranchit, c'est-à-dire qu'on achète une voiture en espèces à une entreprise qui a pignon sur rue, qui est inscrite au registre du commerce. Ce qu'on voudrait comprendre, c'est cette mécanique
qui permet ensuite de blanchir le système et de faire en sorte que finalement, ces 80 000 euros et cette Porsche, elles sont réglées avec du trafic d'argent. Vous savez, à Marseille, quand on pose une question, il y a une question, une belle question qu'on pose souvent à Marseille. Est-ce que tu as un bon comptable? Est-ce que tu as un bon comptable? Alors si on a un bon comptable, on lui donne l'argent et lui il se débrouille. Et croyez-moi, nous on n'est pas habilité, on n'est pas, c'est sûr, mais lui il se débrouillera toujours pour laver cet argent. Le terme ripou, il n'est pas apparu en 2024, donc il devait y avoir quand même des gens qui touchaient un peu des enveloppes sous les tables. Quel est votre avis sur ce sujet de la corruption? Est-ce que c'est un phénomène auquel vous avez été confronté? Oui, moi je veux vous dire tout net, hein, sans la corruption, il n'y a pas de trafic. Le trafic est basé sur la corruption. La corruption, c'est quelque chose de, j'allais dire, naturel. Tout est comme ça. Un docteur, un médecin, quand un type il prend une rafale de mitraillette ou dans la cuisse, ou moi ça m'est arrivé, un ami à moi il a tiré sur sa femme sans me faire exprès, et voilà. Mais on a été voir un docteur. Normalement il doit prévenir la police, ce docteur. Eh bien il n'a pas prévenu la police, il a soigné la dame. Et le mari et la femme, ils sont heureux encore aujourd'hui. Enfin, il y a quelque temps, ils étaient heureux. Voilà. Donc, toute la corruption, elle est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Elle est au niveau de l'administration pénitentiaire. Ça, c'est pas nouveau, hein, vous le savez. Hein. Il y a plus de drogue en prison que dehors. Hein. Bon. Elle est au niveau de quand vous faites rentrer quelque chose en France, si vous n'avez pas un douanier, si vous n'avez pas un flic pour vous protéger, on vous connaît, tout le monde vous connaît. À un moment à Marseille, je rentre sur le port, on me connaît, il dit qu'est-ce qu'il fait là lui? Donc j'envoie quelqu'un d'autre à ma place pour aller chercher ce que je dois prendre. Vous voyez, la corruption, le trafic, il a besoin de la corruption. Sur le rapport entre la corruption et la criminalité forcée, c'est-à-dire qu'on nous dit beaucoup aujourd'hui qu'il y a une frontière étroite entre l'appât du gain, ce que vous décriviez très bien tout à l'heure, et puis quand même la menace. Est-ce que vous avez le sentiment que les lignes ont bougé aussi et qu'il y a de plus en plus de gens qui sont enrôlés contre leur gré, pas simplement parce que c'est un business, c'est une activité, c'est un débouché économique, mais parce que on les y force. Est-ce que vous pensez que ça a bougé? Ça n'existe pas ce que vous dites là. Forcer quelqu'un, ça n'existe pas. Parce que même sur un braquage, vous êtes 4, vous dites oh toi il faut que tu viennes parce que il n'y a que toi qui connais pour entrer dans la banque. Le mec il dit mais moi je ne suis pas un braqueur, moi j'ai peur, tout ça et tout. Eh bien il ne faut pas le mener. Faut pas, c'est interdit de prendre un type qui a peur. Pourquoi c'est interdit? Pas parce qu'on considère que ce mec, on s'en fout de lui. Mais vous vous mettez en danger. Parce que s'il arrive une catastrophe, il vous balance. C'est un peu heureux. D'ailleurs, moi je l'ai vu ça. Le mec a peur au dernier moment, le soir. Le lendemain, il y a le braquage. Le soir, il y a la réunion. Le mec, il dit, je me sens pas. Eh bien, tu te sens pas, tu viens pas, mon ami. Allez, casse-toi, vas-y. Moi, j'ai une chose à vous dire. Si toutefois vous avez le temps. Hein. Pour ce qui est de l'avenir, j'entends parler dans les chaînes de télévision, des syndicats policiers, plus de police, toujours plus de police. Je vous le dis tout net, ça sert à rien. Vous pouvez mettre 1 milliard de policiers. Quand les policiers sur une arrestation, ils sont 4, qu'ils soient 4 ou 8 ou 9, le type, s'ils veulent l'arrêter, il l'arrête. Bon. Il n'y a qu'une catégorie de gens qu'il faut embaucher. C'est la douane. Les douaniers. Les douaniers sont plus intelligents que les policiers. Les douaniers
Ce sont des gens ils sont patients et ils sont instruits. Avant, quand nous montions une société au Brésil pour acheter du froid, des langoustes ou du poulpe, et qu'on faisait rentrer la cocaïne dans ce froid-là, c'était facile. La société, elle était, disons, c'était vite fait. Aujourd'hui, les douaniers, ils regardent telle société qui est montée, qui est-ce qui l'a montée, depuis combien de temps elle a été montée. Je vous dis, il y a ça, la douane, et la coordination entre les douaniers en Europe. La coordination entre les douaniers en Europe, et s'il n'y a pas la coordination en Europe, attendez-vous à des lendemains difficiles, je vous le dis moi. Parce que en France, il y a des en Europe, il y a des narco-États. La Belgique, c'est un narco-État. Vous voyez? Pourquoi? Parce que en Hollande et en Belgique, vous avez des Marocains. Les Marocains, il y a le danger, je vous le dis. Ils font rentrer des tonnes et des tonnes, et on ne peut rien faire, parce que le roi, il les protège. Le Rif, vous voyez? C'est grand comme 2 départements. On arrive à bombarder, je ne sais pas qui, pour éradiquer, mais le Rif, on n'arrive pas. Voilà, le Rif, c'est fini. Voilà. Donc, il faut, au niveau européen, moi je vois comme ça. C'est quoi, selon vous, un narco-État? Pour moi, un narco-État, c'est un État qui a perdu c'est-à-dire que sa constitution, ses lois, le nom plus court, c'est fini. Tout est gangréné. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos pépites.